Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Chantal Lang, que vous avez connue dans la vidéo d'il y a à peu près 2 semaines sur comment trouver les pépites, les altcoins qui peuvent faire du 10 à 100x. Mais en fait, le but de la vidéo, c'était de vous expliquer comment faire vos recherches et je pense que ça l'a bien sorti. Vous avez demandé une deuxième partie et là, on vous amène des sujets vraiment costauds, là, hein, Chantal? On va parler de quand acheter, quand vendre, où acheter, comment vendre et le pourquoi. Et on va parler même de nos perspectives du marché actuellement. Donc vraiment, on a du lourd qui s'en vient pour vous. Donc Chantal, très heureux de te recevoir aujourd'hui, vraiment. Euh, Commençons tout d'abord par notre première question. On regarde le marché actuellement. Quelles sont tes perspectives? On voit le Bitcoin qui a passé de 67 000, on est à 58 000 en ce moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe selon toi, là? Yes, eh ben c'est un vrai plaisir d'être ici avec toi. Donc pour répondre à cette question, on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont mis des leviers ou qui ont acheté des produits dérivés, des options, des futures, et il y avait vraiment trop de comptes qui pouvaient être financièrement très intéressants à liquider. Donc voilà, on se retrouve avec une liquidation pour un peu, on va dire, assainir le marché. Et en plus de ça, on est en fin de mois, donc il y a les options, les futures qui se terminent systématiquement en fin de mois. On a des moments de forte volatilité, donc ça c'est quelque chose qui est pas très inquiétant, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Ça allait venir un moment. Hein. Quand il y a trop, boum, il nettoie et c'est pour ça qu'on voit ces belles bougies rouges. Et ensuite, on peut repartir d'un meilleur pied. Après, est-ce qu'il y en aura encore d'autres ces prochains jours? Je n'en sais rien. Ce qui compte, c'est de savoir avoir une stratégie qui est bénéfique, que ça monte ou que ça descend. Voilà. Et si je veux savoir quand acheter, est-ce que c'est le bon moment pour faire un achat ou est-ce que ça va encore beaucoup descendre ces prochains jours? Je regarde la vidéo quotidienne de la chaîne Le Trône, LE espace TRONE, qui lui spécifiquement, c'est vraiment sa spécialité, il regarde les carnets d'ordre. Pas seulement sur le spot, mais aussi sur les options, les futurs, un peu partout. Et il regarde aussi la finance traditionnelle lorsque ça a un rapport avec la crypto. Et ça permet de bien comprendre les mouvements du prix. Et là, ça fait depuis plusieurs mois que j'écoute vraiment tous les jours. Il m'a fait découvrir des nouveaux indicateurs, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais c'est très ciblé. C'est sur un besoin précis. Voilà. Et si je veux savoir, avoir plutôt une vue d'ensemble, pour vraiment prendre des bonnes décisions, là, l'idéal, c'est d'écouter ta chaîne, Paul. Parce que là, quand tu montres les vagues d'Elliott, tu nous montres où on en est, etc. Et avant ça, Vyckoff, etc. Franchement, c'est toi qui donnes les meilleures infos pour avoir la bonne stratégie. Ben, merci Chantal. Ben, justement, le but, en fait, on parle souvent de vagues d'Elliott. Le but des vagues d'Elliott, comme tu le sais, c'est vraiment juste d'avoir un schéma pour voir où est-ce qu'on est dans la grosse photo, là. Où est-ce qu'on est exactement dans le marché. Ben, je dis exactement, mais c'est toujours du à peu près, comme tu le sais dans le trading. On sait jamais à 100% où est-ce qu'on est tant que c'est pas arrivé finalement. Surtout quand on arrive dans des pointes de bulle et des choses comme ça. Et j'aimerais ajouter un point sur les options et les futurs. Je sais pas si tu te souviens de la montée de novembre 2020 jusqu'au mois d'avril 2021 sur le Bitcoin. À chaque fin de mois, à chaque vendredi du mois, on sait que c'est l'expiration des options. Et à chaque fin de mois, quand on regarde la charte du Bitcoin, ben on voit les corrections dans la dernière semaine. Et puis, quand on arrive à la fin du dernier vendredi du mois, on repart vers le haut. Donc, j'ai l'impression que, étant donné que le marché aussi vient de recommencer depuis juillet, on a un petit peu le même schéma qui est en train de se produire. C'est bien possible. D'ailleurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui parlaient des phases de lune et je pense qu'il ferait bien de regarder la corrélation avec aussi les produits dérivés. Ouais, ouais. Autrement, il y a aussi toute cette manipulation de marché. Parce que lorsque, on va dire, les baleines veulent faire chuter les prix, pour eux, c'est facile de mettre un ordre spot. Pour eux, c'est pas des gros volumes. Mais ils vont aussi manipuler les foules avec les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, selon s'ils veulent faire monter ou descendre les prix. Et il y a des moments où il y a
panic sell parce que il y a des gens qui vont vendre des petites cryptos parce qu'ils ont besoin de cash pour se couvrir, pour éviter une liquidation, justement parce qu'il y a une grosse bougie rouge comme ça. Et donc, il y a des moments où il y a des gros ordres qui sont passés market et non pas limite, donc avec effet immédiat, sur des paires généralement contre USDT. C'est des panic sell, c'est pas contre Ethereum ou Bitcoin, par exemple, ce sera vraiment contre des stablecoins, généralement USDT, et ça fait une mèche de bougies spectaculaire. La personne, ben voilà, elle a son cash, elle peut se couvrir, elle évite sa liquidation. Des fois, ça, pour eux, ça vaut la peine, ok. Mais nous, pendant ce temps, on peut faire des achats à des prix incroyables. Donc, moi, je suis devenue spécialiste. Là, ça fait depuis des mois que je mets et que je raconte dans mon groupe privé au fur et à mesure. Je mets des ordres que j'appelle irréalistes, entre guillemets. À un moment où on est déjà bien bas, je mets un ordre à moins 50% pour acheter avec une toute petite portion de mon portefeuille, par exemple 0,5%. Et Chantal, je te laisse, souviens-toi de qu'est-ce que tu vas dire, mais j'inviterais juste le public à ouvrir vraiment grand ses oreilles à qu'est-ce qui s'en vient, parce que c'est une stratégie qui peut vous donner du 100% de rendement en à peine une journée si vous êtes capable de l'exécuter comme il faut. Donc vraiment, Chantal, je te laisse continuer sur la partie des ordres réalistes. Je pense que tu as vraiment quelque chose là-dessus. Là. Avec grand plaisir. Donc, ouais, ça m'amuse beaucoup. Franchement, c'est encore beaucoup, 1000 fois plus excitant que d'acheter un hôtel au Monopoly. Donc, donc je mets mon ordre. Donc, évidemment, je fais ça que sur des cryptos de grande qualité. Pour lesquels j'ai constitué un dossier, j'ai étudié le projet et je sais que c'est une équipe qui bosse bien, qui a du bon code, etc. Et que du coup, dès que la mauvaise période sera passée, je sais qu'ils vont bien rebondir. Et sinon, si je fais ça sur des cryptos que je connais pas, eh bien c'est comme de jouer à la loterie, ça n'a aucun intérêt parce qu'on gagne pas assez souvent. Mais si c'est sur une crypto que je connais, je mets cet ordre irréaliste. D'ailleurs, je vais passer en partage d'écran, je vais montrer des exemples. Déjà, je peux dire avant d'oublier, c'est sûr. Gate que ça marche le mieux, gate.io. C'est là où j'ai eu le plus d'ordres qui se sont réalisés. En deuxième, sur Binance, j'ai eu aussi quelques ordres. Et en troisième, sur Kraken, parce que des fois, il y a des paires où il n'y a pas beaucoup de volume des fois sur Kraken, alors que c'est une super plateforme. Donc là, je vais passer en partage d'écran. Chantal, j'ai une question pour toi justement. Là, on parle de 3 exchanges où est-ce que les ordres réalistes arrivent le plus souvent. On parle de Gate, on parle de Kraken puis Binance. Est-ce que quand on parle d'ordre réaliste, est-ce qu'on regarde des grosses cryptos à grosse capitalisation ou plus des petites cryptos? À quel endroit faut mettre nos ordres réalistes? Là? Excellente question, ouais, j'avais oublié de le dire. Donc, évidemment, les plus petites cryptos sont beaucoup plus volatiles et on a plus de probabilité de choper une mèche à moins 50%. Si c'est une grosse crypto, je vais mettre mon ordre plutôt à moins 20 ou moins 30%. Mais moi, ce que j'adore faire, je fais ça sur des toutes petites cryptos qui sont très prometteuses, sur les pépites explosives, comme je les appelle. Okay. On veut voir ça sur l'écran, là, quelques exemples que tu pourrais nous montrer de comment tu as vraiment utilisé cette stratégie-là, parce que je pense que en comprenant la stratégie, on peut faire des gains complètement incroyables. Magnifique, ouais, tout à fait. Donc là, par exemple, c'est le graphique de OIN Finance, OIN. Et donc là, je suis sur CoinGecko. Et ce que j'ai fait, c'est que après les grosses chutes du 19 et du 23 mai, eh bien, c'était le 29 mai, j'ai mis plein d'ordres irréalistes. Je me suis dit, ok, c'est le bon moment. Là, je sais pas si ça va descendre encore plus, mais il peut y avoir des panic sells là maintenant. C'est vraiment, ce serait vraiment une aubaine d'acheter des trucs à 50% alors que tout est déjà très bas. Donc là, j'ai mis un ordre pour acheter à moitié prix. Il s'est réalisé ici. Donc moi, j'avais mis l'ordre quand on était à 28 centimes, il s'est réalisé à 14 centimes. Et ensuite, j'ai mis un ordre pour revendre la moitié lorsque le prix avait fait x2. Comme d'habitude, je récupère ma mise de départ et ça s'est réalisé. Et maintenant, ce que j'ai dans mon portefeuille crypto de OIN, c'est cadeau bonus. C'est venu gratuitement. Voilà, parce que j'avais mis un ordre irréaliste. Et j'avais patienté. Il y a des ordres irréalistes des fois qui mettent un mois ou deux. Il y en a des que j'ai mis fin mai qui se sont réalisés en juillet. Mais il fallait juste patienter. Et ok, c'est de l'argent qui dort, mais c'est pas grave. Dans une période comme ça vaut la peine d'avoir des stablecoins pour justement faire des bonnes affaires. Puis voilà. Chantal, juste encore garde ton idée en tête, juste savoir quelles sont les conditions pour appliquer les ordres réalistes. Dans le fond, il faut qu'on ait un marché qui corrige fortement déjà.
Est-ce qu'il y a d'autres conditions au niveau de la crypto-monnaie, au niveau de l'exchange particulière pour que ce soit vraiment applicable? Alors, s'il y a un volume de malade, je veux dire, si vous prenez Bitcoin contre Ethereum sur Binance, eh ben, il y aura pas de mèche parce qu'il y a trop de volume. Donc, la condition, c'est qu'il y ait un volume, on va dire, moyen. Là, le volume sur Gate, 71 000 par jour, c'est peu. Hein, franchement, c'est peu. Et il suffit que le carnet d'ordre soit peu fourni, peut-être parce que les market makers localement de Gate sont peut-être moins efficaces ou moins présents, je sais pas. Peut-être qu'il y a moins de robots. Mais en tout cas, sur Gate, ça marche bien. Mais la condition, s'il y a vraiment beaucoup de volume, eh bien, il y aura pas de mèche. Donc, l'ordre va juste pas se réaliser. C'est rien de bien grave, on n'a pas perdu notre argent, mais l'ordre va pas se réaliser. Donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a certaines personnes dans ma communauté qui n'ont pas forcément assez de stablecoins sous la main exactement à ce moment-là pour mettre des tas d'ordres. Donc dans ce cas-là, ils mettent juste les ordres principaux qu'ils souhaitent mettre, puis pour les autres, ils mettent des alertes. Hein. On peut très bien fonctionner avec des alertes. Et si tout d'un coup on a envie de mettre une vingtaine d'ordres, mais que on a des stablecoins en quantité intéressante juste pour 2 ou 3 réalisations d'achat, ben à ce moment-là, au lieu de mettre des ordres en avance, on met des alertes. Et ben c'est comme ça, on pourra choper les 2-3 mèches de bougies. Mais ça implique d'être hyper réactif parce que des fois, elle dure que quelques minutes. Donc des fois, vous allez en louper. C'est ça l'avantage d'avoir un ordre qui se réalise en automatique. Voilà. Et donc là, je voulais aussi montrer, par exemple, SnowSwap. Lui aussi, je l'avais acheté autour des voilà, c'était autour des 12, ouais, c'était 12,12 dollars et j'ai mis j'ai mis l'ordre irréaliste à 6,06 et il s'est réalisé ici. Et ensuite, ben voilà, j'ai récupéré ma mise de départ rapidement et de nouveau ce que j'ai en SnowSwap. Et j'en ai plein comme ça, j'en ai plein. Mais j'ai choisi que des projets de grande qualité. Hein, pour lesquels, par exemple, j'avais un dossier de Tokenmetrics ou pour lesquels moi-même j'avais fait une analyse poussée et que je sais qu'ensuite ils ont c'est jamais garanti, mais ils ont une bonne probabilité de bien performer par la suite. Voilà. Et puis ensuite, je voulais dire aussi que lorsque les manipulations sont négatives, lorsque les émotions sont négatives, on se fait manipuler par le FUD. Et c'est là justement qu'il y a des panic sells. Hein, des gens, ces énormes mèches de bougies que vous ne voyez pas du tout sur CoinGecko. Hein. CoinGecko ne met pas les mèches de bougies, sinon ça deviendrait illisible. Au lieu que ce soit un trait, ce serait une grosse masse d'informations illisibles. Donc, il faut savoir que sur les exchanges, il y a beaucoup plus d'actions que ce qu'on voit sur ce trait. En fait, il y a moyen d'acheter des choses même des fois beaucoup plus bas. Voilà. Donc, lorsque vous avez peur, parce que les news sont mauvaises, parce qu'il y a des pays qui légifèrent négativement ou je sais pas quoi, eh ben en fait c'est le moment de mettre des ordres irréalistes parce que d'autres gens ont peur ou d'autres gens ont besoin de liquidités pour éviter les liquidations de leurs comptes. Donc finalement, quand on voit ce genre de news là arriver, c'est là qu'on peut devenir même un peu excité à l'idée qu'on a des rabais pour avoir enfin des ordres réalistes parce que c'est presque un cadeau du ciel. Là, quand on met un ordre à 50% en dessous du prix, si c'est juste une mèche de bougie, puis on remonte le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Comme on a vu le Bitcoin dans les contrats futurs qui a passé, justement la semaine dernière, le Bitcoin a passé de 60 000 à 8 200 $ sur Binance. Ben, avec un ordre réaliste, si vous avez mis un ordre à 30 000 $, ben, vous auriez pu choper du Bitcoin à 30 000 $ et quelques secondes après le revendre à 60 000 $. C'est un petit peu le même principe, mais là on parle pour des plus petites crypto-monnaies. Donc vraiment, Chantal, très bonne idée que tu nous dis en ce moment. Et j'aimerais ajouter quelque chose sur les mauvaises nouvelles. Justement, quand on parle de cycle de marché, il va toujours avoir des nouvelles pour nous influencer. Là, je pense que les gens qui regardent mon channel le savent, là, j'en parle assez. Mais il y a deux types de mauvaises nouvelles. Il y a les mauvaises nouvelles qui arrivent en haut d'un marché et il y a les mauvaises nouvelles qui arrivent quand le marché est déjà corrigé. Je pense que je vais même sortir une charte de Bitcoin pour en parler. On va aller voir ça ensemble. Avec grand plaisir. Et vraiment, les news, elles sont très manipulées. D'ailleurs, dans tes différentes vidéos que tu nous fais, tu nous as donné des exemples. Hein. Vraiment, c'est impressionnant comment on se fait balader quand on n'est pas au courant. Ah ouais, clairement, vraiment. si on regarde la charte du Bitcoin qu'on voit en ce moment, là, Chantal, ici, on avait eu au mois de septembre, là, c'était le Salvador qui
incluait pour la première fois, qui rendait le cours du Bitcoin légal dans son pays, on a vu ça chuter. Donc souvent, quand on a des nouvelles trop, disons, positives, c'est là qu'on voit la première chute quand on arrive à un sommet de marché temporaire, comme on a vu ici. Ensuite de ça, chaque correction qu'on a vue qui a suivi, tout le mois de septembre, était accompagnée de mauvaises nouvelles venant de la Chine, mauvaises nouvelles venant de d'autres choses. Mais là, quand on est arrivé ici, là, principalement au bas de marché, quand le Bitcoin était autour des 40 000 $, c'est là qu'on a vu des mauvaises nouvelles après de mauvaises nouvelles. Donc là, quand on voit le Bitcoin, par exemple, a déjà corrigé de 52 000 à 40 000 $, et que là, on nous lance des mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles, souvent ça signale un bas de marché, et c'est là qu'il peut y avoir des panic sells, et c'est là qu'on peut faire la stratégie que Chantal nous parle. Absolument. Absolument. Et il y a le concept, puisqu'on est dans la question quand vendre, quand acheter, ce concept que tu nous as souvent présenté, c'est buy the rumor, sell the news. Donc la bonne nouvelle, comme par exemple voilà au Salvador, et donc tout le monde était super excité, et ensuite la nouvelle était là, et bon voilà, et puis après. Bon, on va se tourner vers quelque chose de plus sexy. C'est quoi le prochain qui monte, machin, puis on récupère nos billes. Bon, après, il y a aussi l'impact du SP500 et de la finance traditionnelle qui peut avoir un impact. Il y a des moments où les investisseurs ont peur et ils se réfugient sur le dollar. Et là, il y a des moments où tout baisse. Le SP500, les cryptos, le gold, tout baisse à certains moments. Et ça n'a rien à voir avec les news crypto. C'est la finance internationale. Sauf que, évidemment, les cryptos remontent beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Ça, c'est vrai, vraiment. Puis t'amènes un point là, par rapport, encore une fois, justement, aux nouvelles. Fait que le point que je veux amener, c'est que les nouvelles, on passe tellement d'une nouvelle à une autre. Comme vous voyez, là, c'était la panique pour la Chine lorsque le Bitcoin était à 40 000. Mais c'était pas vraiment un changement, disons, fondamental. La Chine a banni, je sais plus quoi, là, c'était le trading de crypto-monnaie pour une 17e fois. Puis finalement, quand c'est pas un changement fondamental, ça fait rien. Vous voyez, là, on est au mois d'octobre, puis absolument personne n'en parle. Tout le monde en a rien à foutre. Puis, c'est toujours ça avec le cycle de nouvelles. Le cycle de nouvelles est fait vraiment pour influencer notre perception, pour donner de la liquidité au whale, finalement. Nous sommes du plancton. Clairement. Et puis après, oui, on voulait expliquer donc quand acheter, où acheter. Donc là, je dirais, on est tous au courant. Je dirais un truc qui vient de doubler, c'est pas le moment d'acheter. On est supposé acheter bas et revendre haut, contrairement à ce que nos émotions nous donnent envie de faire. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est d'attendre un retracement et une consolidation, c'est-à-dire le prix qui descend et le prix qui est un peu horizontal, même si c'est jamais exactement horizontal. Après, ça peut osciller, mais là, ce serait plutôt le bon moment d'acheter. Parce que sinon, même si on est confiant que ça va monter encore par la suite, c'est assez désespérant de voir son compte qui est en rouge sanglant et qui doit attendre longtemps avant de remonter. Et il y a une situation où ce conseil ne s'applique pas, c'est lorsque c'est une crypto qui a un tout petit market cap, en dessous de 20 millions de dollars, et si possible même en dessous de 10 millions de dollars. Donc ça, c'est hyper risqué, hein. C'est des entreprises qui peuvent disparaître, elles sont toutes petites, ou alors elles sont en train de se remettre après un hack, ça arrive souvent malheureusement. Est-ce qu'elles vont survivre ou pas? Et alors là, si on décide de l'acheter parce qu'on a bien étudié le dossier, parce qu'on est sûr que le rapport risque-bénéfice est bon, si elle vient de doubler, mais qu'elle est minuscule, eh bien, on peut considérer qu'on est encore dans la période de price discovery, que c'est juste que les acheteurs et les vendeurs ne savent pas encore quel est le bon prix. On s'est pas encore mis d'accord là-dessus, du prix de départ par rapport à l'avancement de cette crypto, et que c'est quand même le bon moment parce qu'on est quand même tout en bas d'une future belle montée. Hein. Donc, il y a certains cas pour des toutes petites cryptos où il m'arrive d'acheter quelque chose qui vient de faire x2, mais c'est vraiment très rare. Hein. Et que sur des cryptos que je connais super bien. Et après, une fois que j'ai décidé d'acheter, alors, où acheter? Donc là, ça, on va décrire. Donc là, je vais... Chantal, j'aimerais amener un point avant qu'on continue. Il y a un autre point qui existe aussi. On parle d'acheter bas et revendre haut. C'est un classique. Mais qu'est-ce que tu penses? Je vais te dire que j'en pense aussi, là, mais de acheter haut et revendre plus haut. Je t'explique. Parce que qu'est-ce qui est intéressant en crypto-monnaie, c'est qu'on a ce qu'on appelle du momentum. Qu'est-ce qu'on voit très rarement dans d'autres marchés où ça prend du temps à se construire. Mais en crypto-monnaie,
Par exemple, vous avez vu Luna, par exemple, quand elle a passé de 5$ à 15$, consolidait autour de ses sommets historiques, ben, là, Luna avait du momentum. On savait qu'il y avait une consolidation, puis on savait que la montée était pas finie. Donc, parfois, d'acheter haut, revendre haut, c'est pas mauvais non plus. Mais ça veut pas dire d'acheter quand on a fait un x10 ou un x20. Ça veut juste dire que on a du momentum, qu'on n'a pas encore eu de consolidation, parce qu'habituellement, comme on a vu avec les vagues d'Elliott, les marchés se comportent en quelques vagues. Donc, habituellement, on a une première montée qu'on n'aurait pas pu prévoir, qu'on appelle un breakout. Après, on a une première consolidation. Et là, on a du momentum. Là, souvent, c'est le bon moment pour acheter. Souvent, on achète un peu haut, pas très haut. Là. On n'a pas dépassé les sommets historiques. Et le momentum continue pour plusieurs autres vagues. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est une stratégie très intéressante. D'ailleurs, il y a une partie de la smart money qui fait ça. En fait, il y a plusieurs groupes dans la smart money, hein, long terme, court terme, etc. Et il y a une partie qui fait ça et qui déplace des gros montants, donc ça a un gros impact. Et eux, ils achètent dès qu'on a dépassé le dernier plus haut historique, on l'a dépassé, on l'a retapé pour consolider et on remonte avec des forts volumes. Attends, je vais te montrer un exemple. Justement, je montrais ça. Alors, je montrais ça à mon groupe privé. Tac, je passe en partage d'écran. Voilà, je passe ici. Voilà, là, je donnais l'exemple. Alors, l'exemple de 2017, etc. C'est intéressant, mais moins parce qu'il y avait beaucoup moins d'institutionnels à l'époque. Par contre, l'exemple de novembre-décembre, il est très intéressant parce que il y avait beaucoup d'institutionnels déjà à cette époque-là. Donc là, typiquement, on avait le plus haut historique à 19 666 sur Bitstamp. Après, le prix était différent selon les exchanges, mais il a été touché à une certaine date. On est redescendu, vous voyez. Après, là, on a fini par le dépasser. Le vrai début de la montée, quand on a vraiment clôturé en dessus et que c'était confirmé, ben là, on voit la bougie la plus grosse. Eh bien, c'est ici, justement, il y a des forts volumes et là, il y a beaucoup de baleines qui rentrent à ce moment-là, ce qui fait évidemment une poussée du prix magnifique à partir du moment où on a validé qu'on avait dépassé vraiment. Et ça, c'est une stratégie. Et c'est très intéressant de bien comprendre qu'il y a plusieurs sortes de smart money. Et c'est une stratégie qui fonctionne, en fait, généralement. Hein. Ouais, clairement, c'est une stratégie de momentum parce que ces gens-là qui ont cette stratégie-là ont pas de temps à perdre. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est mettre de l'argent, faire des gains maintenant. Puis souvent, ils ont tendance à sortir plus rapidement du marché aussi. Qu'est-ce qui coïncide avec les vagues d'Elliott? On voit par exemple la première vague qui se fait, qui a été faite par les whales qui accumulaient, qui est imprévisible. Alors, la plupart du temps, pour la plupart des gens, c'est pas prévisible, le breakout. Ensuite, on a notre première consolidation, et souvent, c'est là, pour la vague 3 d'Elliott, que vraiment le smart money embarque, et souvent, c'est pour ça qu'après ça, on a une correction, qui est la vague 4 d'Elliott, qui est là, le smart money qui est embarqué, au début de la vague 3 débarque, ou prendre des profits à ce moment-là. C'est souvent ça qu'on voit. Et c'est ça qui explique la psychologie derrière les vagues d'Elliott, c'est qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs joueurs. Qu'est-ce qui fait que on peut pas monter en ligne droite parce qu'il y a toujours des gens qui à un moment donné prennent des profits, des gens qui prennent des pertes, des gens qui prennent des positions. Il y a de tout dans ce marché-là. Puis c'est intéressant de le comprendre, vraiment. Ouais. Alors, est-ce que peut-être on attaque, voilà, maintenant on se met dans la peau d'un investisseur qui a décidé d'acheter, et puis où il achète, comment il achète, je sais pas, par exemple s'il a juste un compte sur Binance, c'est qu'il se dit ah ben il est pas sur Binance, où c'est que je l'achète, donc voilà, on va montrer ça. Je vais passer en partage d'écran de XP Network que j'ai eu le plaisir d'acheter il y a pas trop longtemps. Voilà, donc XP Network, imaginons que je me dis, ok, bon là il a beaucoup monté, c'est vrai, mais il reste quand même très petit, hein, il a un très petit market cap, donc il reste encore dans la période de price discovery, c'est-à-dire la période où on va dire il reste très intéressant à acheter, je trouve, et surtout là, en fait, en ce moment, il est surtout intéressant pour mettre un ordre à moins 50%. Hein. Un ordre irréaliste, celui-là, il est super bien. Donc là, maintenant, imaginons que je décide de l'acheter ou de mettre un ordre irréaliste. Eh bien, le truc, c'est sur CoinGecko, je clique sur l'onglet Market. Pareil sur CoinMarketCap, hein, là j'ai XP Network et je clique sur l'onglet Market.
Et vous voyez, ils n'ont pas là les mêmes données. Et ça arrive souvent, pas à chaque fois, mais souvent. Il y en a un qui est mieux renseigné que l'autre. Des fois, c'est l'un, des fois, c'est l'autre. Hein. Là, en l'occurrence, XP Network nous montre 4 endroits où on peut l'acheter, tandis que pardon, je voulais dire CoinMarketCap nous montre 4 endroits et CoinGecko nous montre 2 endroits où on peut l'acheter. Alors là, il faut bien regarder les volumes hein, ici et la profondeur. Si je l'achète, par exemple, si je l'achète sur PancakeSwap, il faut que je dépense 17 800 $ pour faire bouger le prix de 2%. Hein, donc, en fait, je suis considérée comme une baleine si je dépense 17 000 $ parce que j'ai vraiment fait bouger le prix. Voilà, sur des toutes petites cryptos. Puis Chantal, j'aimerais juste qu'on voit justement le 2% vraiment intéressant. Là, comme ici sur Gate, on voit là, que ça prend seulement 194 $ pour faire monter le prix de 2%. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut acheter du XP Network, ben l'idée c'est de ne pas en acheter en appuyant sur Market dans Gate.io. L'idée c'est de mettre un ordre d'achat puis faire partie de la liquidité. Parce que sinon, là, vous allez faire monter le prix puis avoir un prix qui est très mauvais. Ou l'idée, ben c'est toujours d'aller vers l'exchange qui a le plus de liquidité. Puis en ce moment, c'est PancakeSwap, on le voit ici. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec MetaMask ou n'importe quel outil qui permet d'acheter sur PancakeSwap, effectivement, c'est là où il y a le plus de liquidité. Et puis ici aussi, bon, ils ont une manière différente de calculer. Apparemment, je pense qu'ils prennent pas les mêmes horaires, mais on voit vraiment que PancakeSwap, c'est là où il y en a le plus. Sur Gate, suivant les montants qu'on a, ça peut passer. On met un ordre limite, hein, comme tu viens de dire, et ensuite, on met un ordre limite à un prix, on va dire un tout petit peu différent du prix actuel de manière à augmenter les chances qu'il se réalise un tout petit peu plus haut. Et ensuite, il y a des robots d'arbitrage qui vont venir apporter de la liquidité progressivement. Donc, si on revient quelques heures plus tard, il y aura déjà une partie qui se sera réalisée. Ou alors, si ça s'est pas réalisé, mais qu'on se dit, bon, je ferais mieux de me dépêcher d'acheter, ben là, on détruit l'ordre, on fait cancel, hein, il y a un endroit où on peut faire cancel, c'est facile, en un clic, et puis on remet l'ordre à un prix légèrement différent. Donc là, il faut jouer avec ça. Si on veut acheter tout de suite, si on veut mettre un ordre irréaliste à moins 50%, ben là c'est facile, on met le prix à moins 50%, on met l'ordre tout simplement. Sur Gate, sur PancakeSwap, eh bien c'est plutôt pour un achat immédiat puisqu'il n'a pas de carnet d'ordre, en tout cas pas pour le moment. Voilà. Après, un point très important que je voulais vous montrer, c'est de vérifier le trust score. Chaque fois que vous allez sur un marché que vous ne connaissez pas, un exchange que vous connaissez pas bien, eh bien, il faut cliquer ici. Si vous cliquez là-dessus, bon, je vais faire CTRL-clic, comme ça m'ouvre dans un autre onglet. Voilà. Eh ben, vous voyez ici, le trust score, il est à 10 pour Gate.io. Hein, et d'ailleurs, vous avez tous les trust scores ici, si vous en haut de CoinGecko, si vous cliquez dans le menu sur Exchange Spot, vous avez une vue de tous les trust scores ici dans la deuxième colonne pour tous les exchanges. Hein. Donc ça, c'est vachement pratique pour voir à qui on peut faire confiance. Donc moi, je recommande de ne pas laisser d'argent dans des ordres, par exemple, de ne pas laisser d'argent sur des exchanges qui ont moins que 8 sur 10 de trust score. Et si c'est des gros montants, carrément 10 sur 10. Et puis, si c'est pas dans des ordres, il vaut mieux les mettre en sécurité sur une clé physique, si on en a les compétences. Donc là, je reviens sur Gate. En l'occurrence, il a un trust score de 10. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous demandez peut-être comment c'est calculé. Alors, ils font ça aussi sur CoinMarketCap, mais j'ai moins confiance parce que depuis que CoinMarketCap a été racheté par Binance l'année dernière, je pense qu'ils sont un peu moins impartials. Je pense que j'ai nettement plus confiance dans le jugement de CoinGecko. Donc là, si vous voyez, on clique sur Trust Score, ici, l'onglet Trust Score, on peut voir comment ils font pour calculer. Et là, si on survole avec la souris les points d'interrogation, on a toutes les infos. Ça nous, par exemple, là, il donne 0 point pour l'équipe si l'équipe est anonyme. Hein, et puis, ils expliquent comment ils font pour donner les points. Et après, ils expliquent encore plus en détail. Donc, ce que je regarde le plus, moi, c'est cybersécurité. Hein. Je veux que ce soit bien audité, avec un bug bounty, avec des tests de pénétration, etc.,
la preuve qu'ils ont les fonds. Donc ça me donne confiance dans la sécurité du fonds, de la sécurité de l'exchange. Et puis, je regarde aussi si si l'équipe est anonyme, je ne laisse pas traîner un sou sur cet exchange. À la limite, je peux l'utiliser juste pour faire une transaction, mais ensuite, je rapatrie les fonds sur un endroit beaucoup mieux sécurisé. Voilà, donc ça, c'est important de vérifier le trust score. Voilà, et puis alors, Ouais, Chantal, je rajouterais, dans le fond, juste parce que qu'est-ce que tu dis là, c'est vraiment important de vérifier le trust score. Ce que tu nous dis là, ça vaut de l'or pour plusieurs personnes parce que lorsqu'on veut acheter une crypto, Chantal et moi, on reçoit toujours les mêmes questions. C'est où est-ce qu'on achète la crypto? Quel est le meilleur exchange? Ben, on vous donne la réponse ici. Vous allez sur CoinGecko, vous appuyez sur Market. La même chose pour CoinMarketCap. Donc vraiment, c'est merveilleux ce que tu nous dis là. C'est de l'or pour les gens qui ont une oreille avertie. Avec plaisir, merci. Et alors, l'étape suivante, une fois que vous avez choisi, imaginons, je veux mettre un ordre irréaliste sur Gate. Alors, donc, je choisis la ligne Gate contre USDT, OK. Et là, le truc, c'est de cliquer sur la paire. Pardon, en l'occurrence, XPNet/USDT. Et ça va ouvrir la bonne page dans le bon exchange. On est directement envoyé sur le graphique XPNet/USDT. Et là, si c'est un exchange sur lequel vous avez déjà un compte, vous faites login, sinon vous faites sign up. Si c'est sur FTX, il y a un lien chez Paul, donc vous regardez dans les commentaires de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Et autrement, là, vous rentrez, vous faites votre login, mais vous êtes déjà au bon endroit. Et là, vous pouvez mettre l'ordre. Donc vous mettez un ordre limite. Vous choisissez pour acheter ou pour vendre. C'est après quand on a fait le login, c'est écrit acheter ou vendre. Et puis vous mettez votre ordre, voilà, comme vous voulez. Par exemple, là, moi, je le mettrais 50% plus bas que le prix actuel, c'est-à-dire à 4 centimes, par exemple, ou autour de ce prix-là, ou à 4,001 pour passer avant ceux qui l'ont mis à 4. Et puis voilà. Et puis ensuite, je laisse mon ordre ici. Et puis après, il y a la question qui vient souvent aussi pour les nouveaux venus qui ont peut-être un petit peu moins l'habitude, c'est de me dire mais Chantal, j'ai pas de USDT à cet endroit-là, j'ai que du Bitcoin ou du Ethereum. Et alors moi, je leur dis mais pas de problème. Vous allez ici, par exemple, vous avez du Ethereum, vous tapez Ethereum contre USDT, vous faites votre vente ou votre achat pour obtenir du USDT, et comme ça, après, lorsque vous serez en train de mettre votre ordre sur XPNet, vous aurez ici des USDT qui apparaissent, qui sont disponibles. Et c'est juste 2-3 clics de plus de faire la transaction pour transformer des Ethereum en USDT. Donc en fait, il faut pas se laisser impressionner par les paires lesquels sont disponibles justement dans la crypto qu'on a. Non, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Donc, ça peut nous influencer un petit peu, mais pas tellement. On garde quand même une énorme liberté. Ouais, puis je rajouterais l'idée aussi, c'est toujours d'aller pour choisir quelle paire. Par exemple, si on va acheter une crypto est en paire avec le USDC, USDT, Bitcoin, Ethereum, mais l'idée c'est d'aller sur la paire qui a le plus de liquidité. Plus que de liquidité, plus que d'exchange sur 24 heures, ça veut dire que vous allez avoir le juste prix. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on choisit la paire qui est la plus intéressante. Oui, et puis il y a une partie de ma communauté qui a vraiment des gros volumes, et eux, ils ont carrément pas le choix. Donc là, par exemple, il y a 1 million de dollars de transactions par jour. Eux, ils vont, s'ils veulent mettre un ordre, je sais pas, à 50 000 ou à 100 000 ou à 200 000, évidemment, ils vont aller là où il y a la liquidité et ils vont répartir leur ordre sur plusieurs jours. Ah ouais, vraiment, ça c'est capital à comprendre, là, vraiment. Maintenant qu'on a parlé de ça, vraiment intéressant, j'aimerais qu'on parle d'une autre stratégie pour acheter qui est quand même connue, mais qui a des façons de faire vraiment différentes. On parle du dollar cost average. Mon anglais est pas bon. Dollar cost average. Exactement, Chantal. Puis, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que c'est d'acheter par palier. Donc, d'acheter par palier ou d'acheter à chaque semaine. Il y a plusieurs stratégies qui, souvent en crypto-monnaie, qui sont très rentables. Et aussi, la même chose pour la vente, de vendre par palier. J'aimerais t'entendre là-dessus sur quelle stratégie tu privilégies pour l'achat par palier en DCA. Alors, très volontiers. Donc, lorsque c'est une toute petite crypto et que je ne sais pas si ça va monter ou ça va descendre, puis qu'on est vraiment 50-50,
Dans ces cas-là, il m'arrive de faire du DCA, du DCA. C'est-à-dire que je vais, mais c'est rare, hein, et c'est pas expliqué dans ma méthode, mais ça m'arrive de temps en temps. Si c'est un petit montant, je me fatigue pas, mais si c'est un gros montant, je le fais. Donc là, j'achète tout de suite avec 25% du montant que je veux mettre. Imaginons, je vais mettre 4000. J'achète tout de suite pour 1000. Je mets un ordre à, bon, là, je parle pas des ordres irréalistes, hein, je parle des ordres dans des situations classiques. Donc là, je vais peut-être mettre un ordre pour acheter 1000 lorsque le prix a descendu de 10%, 1000 de plus lorsque le prix a descendu de 20% et 1000 de plus lorsque le prix a descendu de 30%. Comme ça, si le prix descend, je suis contente. Et si le prix monte, ben, j'ai déjà un pied dedans qui a augmenté en valeur et je peux racheter plus tard un peu plus haut, c'est pas grave. Mais en attendant, j'ai laissé une chance de faire descendre mon prix. Et surtout, c'est très agréable parce qu'en fait, avec cette façon de faire, je suis tout le temps contente. Donc ça, c'est pour les toutes petites cryptos. Lorsque c'est des grosses cryptos, parce qu'on a dans la méthode, on a aussi un portefeuille avec des grosses cryptos bien solides. Là, les personnes qui veulent le faire en DCA, il y a une partie dans l'audience qui a des plus petits capitaux, mais qui rajoute par mensualité en fait. Et c'est très très bien aussi. Et là, eux, c'est plutôt du DCA, du dollar cost average, en fonction du prix et non pas en fonction du nombre de fois ou en fonction de la date. Par exemple, je décide que je veux acheter pour 500 $ chaque fin de mois du Ethereum jusqu'à ce que Ethereum ait dépassé tel montant, par exemple 5 000 $. Donc je décide ça et comme ça me fait un joli dollar cost average. Ça c'est une bonne méthode. Et puis après, il y a aussi, on fait aussi du dollar cost average pour vendre. Avant de parler de la vente, Chantal, qui va être un élément capital de notre vidéo, j'aimerais juste parler du dollar cost average. Moi, de mon côté, je dois avouer que j'ai jamais regretté de l'avoir fait, à part peut-être une fois ou deux là, que le prix s'échappe et on peut rien faire. Mais généralement, admettons que j'ai 4000 à mettre dans une crypto, aussi c'est la même chose. Je divise souvent en 4. Je sais pas pourquoi, mais en 4, c'est un beau chiffre. Puis qu'est-ce que je fais, c'est que je mets tout de suite un 25% parce que on veut avoir un pied dedans. Parce qu'on a un pied dedans, ça enlève tellement de stress, je sais pas pourquoi on se sent ouf. OK, on est dedans, fait que là si ça monte, c'est pas grave. Mais si ça descend, ben là on se dit j'ai juste 25% puis j'ai encore 75% de firepower pour en mettre dedans. Puis moi qu'est-ce que je fais? Il y a deux scénarios. Si le scénario 1, c'est que la crypto descend, ben là je suis content de pas tout avoir mis parce que généralement à cause des émotions, à cause que les gens sont pas habitués d'investir en crypto-monnaie, ils vont mettre 100% de ce qu'ils veulent mettre en une journée. Les gens prennent position en une journée. Mais si la crypto descend, et elle descend fortement, mais là, à la place de mettre seulement un quart de ce que je vais mettre 50% par exemple. Et ça va dépendre du prix. Si je vois vraiment le prix descendre rapidement, je vais acheter plus en force. À l'inverse, le deuxième scénario, c'est si la crypto-monnaie monte, mais là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que parfois, je vais même juste rien faire. Je me dis, bon, gars, je l'ai raté, c'est pas grave, et si on a un retest, une correction, je vais en racheter. Ou si c'est vraiment une crypto que je voulais absolument mettre 4000, ben là, je vais me dépêcher à mettre mon 4000. Ça, c'est l'autre stratégie. Donc, ça dépend vraiment des situations et de notre confiance envers la crypto, là, généralement. Ouais. Donc après, il y a aussi pour ceux qui savent le faire, ceux qui savent manipuler TradingView, on fait un zoom arrière en échelle logarithmique et on voit tout de suite si on est dans une période de surachat ou pas. Hein. Attends, je peux passer en partage d'écran pour montrer ça. Tac, tac. Voilà. Oh, il y a beaucoup de clics à faire. Hein. Et alors c'est celui-là. Ouais, désolé, il y a beaucoup de chenilles là. Mais vous voyez, les barres vertes et rouges verticales, ce sont les Golden Cross et les Death Cross. Parce que je voulais vérifier que, en fait, ça n'a pas tellement d'impact. C'est des conneries ces trucs-là. Pardon. C'est une conséquence les Golden Cross et les Red Cross. Enfin bref, si j'enlève les voilà, on voit tout de suite que là on n'est pas on n'est pas chaud de chez chaud, quoi. Je veux dire, si on regarde par rapport au trait doré ici, on voit tout de suite que ici on n'est pas en train de toucher le sommet. On a de la marge, quoi.
Donc c'est un truc intéressant à savoir. Et puis après, il y a encore le RSI qu'on peut afficher. Mais bon, là c'est déjà pour les personnes un peu plus expérimentées. Je pense que c'est vraiment intéressant d'ailleurs de maîtriser TradingView pour ceux qui souhaitent mettre des montants conséquents. C'est vraiment important. Définitivement, souvent, c'est que les gens arrivent puis savent même pas regarder une charte. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont sur CoinGecko, CoinMarketCap, cliquent en haut sur 24 heures, regardent quelle crypto le plus monté, puis achètent la crypto qui a monté, alors qu'ils ont aucune idée de quoi a l'air le graphique. Puis c'est la même chose pour les réseaux sociaux, par exemple, qu'un nouvel investisseur arrive sur Twitter, découvre crypto Twitter, qui regorge de plein de pépites, mais aussi de forts dangers si vous n'êtes pas un investisseur expérimenté. Et là, à un certain moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des influenceurs qui soit sont payés, soit découvrent une crypto-monnaie, se mettent à en parler. Mais généralement, quand une crypto-monnaie est beaucoup parlée sur Twitter, c'est qu'elle a vraiment eu une explosion de prix. Parce que généralement, c'est une crypto-monnaie qui est inconnue avant, et là, on la connaît parce que son prix a monté. Donc l'idée, c'est pas de l'acheter tout de suite. C'est de la mettre dans ce qu'on appelle une watchlist. Donc avoir une liste de cryptos qui va vous permettre que là, par exemple, si la crypto a fait x3, ben vous attendez qu'il y ait une correction, ensuite vous rentrez dedans. Mais l'important là-dedans, c'est d'avoir une watchlist et de pas rentrer dans quelque chose qui est déjà exponentiel, là, vraiment. Mais oui, en fait, on a l'habitude de penser que c'est bien d'acheter ce qui a du succès. Par exemple, si on achète un article de marque, on a envie d'acheter quelque chose qui, voilà, on va pouvoir frimer avec, c'est la classe, etc. Ou si on entend dire qu'un chanteur est absolument génial et tout le monde en parle, on a envie d'acheter son disque ou d'écouter sa musique. Et donc, on a cet instinct de dire, ok, ce qui réussit, c'est ça que je veux. Et dans l'investissement crypto, il faut l'inverse, parce que ce qui a déjà remonté, il est déjà trop cher. Ah, c'est une belle façon de penser. J'avais jamais pensé à ça, Chantal. C'est une bonne idée. Puis, là, justement, je pense qu'on serait rendu à parler peut-être de la vente. Comment que tu opères la vente, autant avec la méthode de DCA inversée ou avec certains ordres que tu places. Je pense que beaucoup de gens aimeraient t'entendre là-dessus, puis je pense qu'il y a beaucoup de profit à faire là-dessus. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que jamais on va être capable de prévoir à 100% quel va être le sommet d'une crypto-monnaie ou d'une action avant que ça corrige. Donc, sachant ça, il faut avoir des stratégies en place et c'est de ça qu'on va parler en ce moment. Ouais, absolument. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est de récupérer rapidement la mise de départ. Si c'est une toute petite crypto en dessous de 20 millions de market cap, eh bien, on récupère la mise de départ en vendant 25% lorsqu'elle a quadruplé de prix. Et puis, alors si c'est une plus grosse crypto, en dessus de 20 millions, ce qui est déjà petit, hein, mais là, c'est systématiquement récupérer la mise de départ lorsque le prix a doublé. Et ensuite, on a ce que j'enseigne dans la méthode là, c'est de prendre de vendre 25% lorsque le prix a fait x10 pour prendre des bénéfices, parce que des fois, il y a un moment, ils sortent une nouvelle version, ça monte fort, on prend des bénéfices, on est un peu frustré parce que ça s'est vendu en automatique et que le prix a continué à monter, peut-être encore un peu, et qu'on se dit, mon Dieu, j'aurais pu vendre plus haut. Tu parles, Charles, dans la vérité, on croit toujours que ça va monter plus et puis finalement on vend pas. Donc autant que ça soit fait en automatique. Et après, comme par hasard, ils sortent leur nouvelle version, le prix chute pendant qu'ils sont en train de construire la nouvelle version, et puis il faut patienter quelques mois avant qu'ils reçoivent de nouveau sous les feux des projecteurs. Mais pendant ce temps, nous, on a déjà récupéré la mise de départ quasiment chaque fois, et puis très souvent, on a déjà pris nos bénéfices à x10. Et du coup, on a des cartouches, des USDT, des stablecoins, etc. pour investir ailleurs. Et après, c'est les bébés qui font des bébés qui font des bébés. Et ensuite, il y a un moment, on arrive proche de la pointe de bulle. Et là, il nous reste des cryptos. Bon, certaines, après, ça dépend des catégories, hein. Par exemple, si c'est dans le monde de Binance Smart Chain, moi, je mets souvent des ordres qui font récupérer rapidement beaucoup ou même carrément tout. Par contre, si c'est de la DeFi Ethereum, je pense que là, ça va super bien performer jusqu'à la pointe de la bulle. Et là, je garde 25%. Donc, c'est un peu mitigé. Et puis, il faut dire aussi qu'on a plus de variantes dans le groupe privé que dans la formation. Dans la formation, il fallait que je trouve quelque chose qui marche un peu pour tout le monde et qui marche sur le long terme. Donc voilà. Ensuite, quand on arrive vers la pointe de bulle, il faut déjà savoir qu'on est vers la pointe de bulle. Ouais, bon point, parce que souvent c'est un gros problème, là. Les gens ne savent même pas on est où dans le cycle de marché.
Ça fait que c'est important de savoir à peu près on est où dans le cycle de marché. De là, l'idée des vagues d'Elliott. De là, l'idée de regarder un petit peu sur Glassnode. On va en parler un petit peu plus tard. Je te laisse continuer ton... D'accord. Donc là, c'est vraiment bien de regarder sur Glassnode. Je pense que c'est le bon moment d'en parler parce qu'on a besoin de savoir si on est proche de la pointe de bulle. Alors, il y a certains critères. Je veux dire, si Ethereum a dépassé les 10 000 et si Bitcoin a dépassé les 100 000, on se dit qu'on fait une surveillance rapprochée. Hein, on vérifie, on est dessus, on va dire, une fois par jour au lieu d'une fois par semaine pour certaines personnes. Donc là, il faut vraiment... mais surtout, il faut regarder les graphiques, comme tu viens de le dire, de Glassnode, etc. Donc, si je partage, par exemple, là, on a sur le compte Twitter de Glassnode, il publie régulièrement des graphiques avec des explications. Il n'y a même pas besoin de prendre l'abonnement. Alors bon, si on veut avoir vraiment la maîtrise et monter en compétence, c'est vraiment bien d'avoir l'abonnement. Hein. Moi, j'ai l'abonnement, je l'adore, je vais souvent dessus et souvent je prends même des informations pour mettre dans mes fichiers Excel. Mais l'avantage de ça, c'est que il vous le commente, il vous dit si c'est bien ou si c'est pas bien, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça permet de monter très vite en compétence, de comprendre les mouvements de marché. Et alors pour Glassnode, ils ont fait maintenant une chaîne YouTube une fois par semaine. Chantal, je rajoute un point avant qu'on continue de parler de Glassnode. C'est quoi Glassnode pour les gens qui savent pas? Ça peut être une bonne idée de savoir. En fait, je vais le dire. C'est une analyse de tout ce qui se fait sur la blockchain, parce qu'on sait qu'une blockchain c'est public. Mais Glassnode analyse les mouvements de qui achète les bitcoins. Si ça sort des exchanges, ça rentre des exchanges. On voit un petit peu les acteurs, qu'est-ce qu'ils font avec les cryptos en ce moment sur la blockchain. Donc, c'est ça Glassnode. Donc, je te laisse continuer avec le YouTube de Glassnode, qui est une perle rare. Ah ouais, mais merci, parce que Glassnode, en fait, comme tu viens de le dire, il y a exactement tout ce que tu viens de dire, et en plus, ils ont fait ça pour plusieurs cryptos. Il y en a pas mal, hein, je sais plus combien il y en a, mais entre 30 et 50, la dernière fois que j'ai regardé, je me rappelle plus. Mais il y en a beaucoup, et il y a plein de critères. Par exemple, on peut voir les mineurs, donc ceux qui font du minage Bitcoin, qui ont envoyé beaucoup de Bitcoin sur les exchanges, donc pour les vendre, et on se dit oh ça sent mauvais. Enfin, on a plein d'informations on-chain qui nous disent ce que font les gros comptes, etc. C'est vraiment génial. Donc là, il y a des infos, des graphiques intéressants dans leur compte Twitter, et puis il y a cette chaîne YouTube qui une fois par semaine nous fait une analyse, et donc il parle un très bon anglais. Il prononce très bien. Des fois, je le mets même en vitesse 0,75 pour être sûr de tout bien comprendre ce qu'il dit. Pas comprendre, c'est pas un problème, mais bien mémoriser, parce que c'est super important. C'est même la seule chaîne YouTube au monde que j'écoute des fois en vitesse lente. En général, je suis toujours en 1,5 ou en 2. Et puis, du coup, il nous explique chaque graphique, qu'est-ce que ça veut dire, où c'est qu'on en est, qu'est-ce qui vient de changer, voilà, ça baisse, ça veut dire quoi, etc. Et franchement, là, c'est une vraie mine d'or. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre une semaine, qui veulent savoir ce qui se passe au jour le jour, eh bien, il y a leur compte Twitter, et il y a aussi le concurrent de Glassnode, un des concurrents dont Paul me parlait à l'instant, c'est CryptoQuant, une très bonne source qui est en Corée du Sud, qui fait, ils font eux aussi, ils publient des chouettes graphiques avec les explications. Vraiment, c'est super intéressant. Et puis, il y a un jeune homme très, très prometteur qui s'appelle Will Clemente. Lui, il nous publie régulièrement des graphiques qui sont repris par les plus grands, vraiment, et il y en a certains qui sont même carrément devenus des indicateurs de Glassnode. Glassnode, vraiment, c'est absolument épatant. Et lui, il nous partage énormément d'informations. Et il multiplie des indicateurs avec d'autres indicateurs, ça donne des trucs encore plus géniaux. Mais vraiment, il est génialissime, ce jeune homme. Et j'ai écouté plein de conférences de lui, il explique très très bien. Donc c'est un vrai bonheur. Donc là, il y a moyen d'avoir des infos pour savoir si on est proche de la pointe de bulle. C'est ça le truc. Puis il y a le fameux NUPL, N-U-P-L, N-U-P-L. Puis aussi, l'idée, c'est que même si on paye un abonnement Glassnode à $600 par mois, ça veut pas dire qu'on va savoir l'interpréter. Fait que c'est pour ça que c'est bon d'avoir des gens qui font juste ça de leur journée, qui interprètent des datas de Glassnode, de CryptoQuant, comme Will Clemente, qui nous explique qu'est-ce qu'on a à savoir, d'où l'intérêt. Donc vraiment, on a la chance d'avoir ça gratuitement en ce moment sur Twitter. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais sérieusement... Je pense que ça va durer grâce au fait qu'il y a une concurrence entre eux.
Ah ouais. Il n'y en a aucun qui a le monopole. Alors donc, pour les débutants, pour qui ça semble tout ça semble très compliqué, tous ces graphiques, je vous recommande de regarder en premier celui qui s'appelle Nupl, N-U-P-L. Et sachez que dès que l'image devient de couleur bleue, c'est qu'on a dépassé les 75% et que ça veut dire qu'on est en risque d'être en pointe de bulle. Et en général, il devient bleu quelques jours avant la pointe, mais vraiment du genre 2 jours, quoi. C'est très rapide. Donc voilà, NUPL, c'est une très bonne source d'information. Pour les débutants, si on ne veut en voir qu'un, voyons celui-là. Voilà. Et en plus, il y a un effet, qu'il va se auto-prédictif, dans le sens que, vu que tout le monde regarde Nupl, tout le monde va mettre des ordres de vente à ce moment-là, et ça va causer la pointe de bulle. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Ben, là, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est importante, c'est est-ce que tu regardes mes vidéos en vitesse 1.5 ou en vitesse 1.0? C'est une blague. Je les regarde en vitesse entre 1.5 et 2, selon si je suis fatiguée ou en forme. Tout ce qui est en français, je regarde en 1.5 ou 2. Et ce qui est en anglais, je regarde en 1,25 ou 1,5 en général. Et si tout d'un coup, il y a un jour où je suis très fatiguée, j'ai pas bien dormi ou je sais pas quoi, ou j'ai mal à la tête, eh ben, je regarde en vitesse 1. Tout. Ça dépend. Mais en fait, pour moi, ça a été mais une merveille. Je veux dire, à l'école, je m'ennuyais tellement que j'écoutais rien. Après, je comprenais plus que j'avais pas écouté. Mais dès que j'ai découvert les vidéos YouTube en vitesse x2, mais pour moi, ça m'a complètement changé la vie. Parce que du coup, je suis attentive et au lieu de penser à autre chose, je suis attentive, je suis focus. Ah ouais, ben, je comprends. Ben, ça, c'est la même chose que je fais. Moi aussi, 1.5, là, c'est ma vitesse. 1.25, là, j'adore ça, vraiment. Puis, bon, c'est ça. Fait que je suis content de savoir qu'au moins, t'écoutes mes vidéos. Même si c'est en vitesse x2. Puis, puis l'autre point aussi que je voulais amener, si on revient à nos stratégies de vente, là on parle de stratégies de vente automatisées versus il y a des stratégies de vente manuelles aussi. Ça dépend un petit peu quel genre de trader que vous êtes. Puis est-ce que vous faites confiance aux exchanges? Est-ce que vous êtes capable de laisser des gros montants sur des exchanges avec des ordres de vente? Ça, c'est un autre point qui rentre dans la balance pour tout ce qui est des stratégies automatisées. Moi, de mon côté, je dirais que je vais plus avec une formule hybride parce que je suis pas très à l'aise de laisser des gros montants sur des exchanges. C'est sûr que j'automatise les premiers paliers parce que, comme tu disais tantôt, à un moment donné, on pense toujours que ça va aller plus haut, puis c'est dur parfois de respecter ses targets. Donc, c'est pour ça qu'en automatisant, en mettant des ordres de vente, ben ça empêche qu'on devienne des gamblers au casino, puis ça fait qu'on est capable de vendre quand c'est le temps. Donc, l'aspect d'une stratégie automatisée fait que on vient vraiment chercher ce qu'ils appelle une façon objective de vendre et prendre des profits. Puis l'aspect d'avoir un côté manuel, c'est qu'on peut s'ajuster selon le marché aussi. Fait que ça, j'aime bien ça, avoir une liberté de m'ajuster. Puis l'autre point, avant de prendre des profits, un principe que j'ai de base, que j'ai là, vraiment, c'est que plus c'est parabolique, plus je prends des profits. C'est la phrase que je me dis qui, c'est tellement simple, mais c'est juste ça qu'on a à voir. Quand la charte devient verticale, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je prends des profits par palier, puis je me gêne pas, là. Puis c'est, à un moment donné, parce que j'en ai vu des bulles dans ma vie, puis je sais que tout ce qui est vertical finit par corriger d'au moins 50, 70, 80%. Puis, je rajouterai un autre point, l'idée de prendre des profits, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des targets qu'on peut appeler selon le cycle. Par exemple, si on voit sur Glassnode, on voit que le cycle arrive à sa fin. Bon, fait que ça, c'est des targets selon le temps. Fait qu'en termes de temps, faudrait prendre des profits. Fait que là, c'est bon de prendre des profits en termes de temps, d'avoir des dates sur son calendrier. Il y a des profits aussi qu'on peut prendre en termes de gains qu'on a fait sur une crypto, comme Chantal nous explique son système automatisé à x4, vendre 25%, à x5, à x10. Puis, il y a un autre aspect aussi qui est vraiment pas à négliger, c'est que si vous avez des objectifs personnels, vous avez de l'argent qui change votre vie, là, que vous passez de la dette à d'autres choses, que vous pouvez payer des dettes, que à un moment donné, on s'en fout là, du marché, on s'en fout des targets. Prenez l'argent, puis changez votre vie. Ça, là, je pense que c'est un des points qui est le plus négligé, mais qui... vous avez un montant qui change votre vie, prenez-le, achetez votre maison, libérez-vous de vos dettes, achetez le chien que vous voulez, mais prenez des profits.
Ouais, c'est super important. Et après, c'est comment dire, du moment qu'on a un objectif de vie qui est super motivant, qui est positif, eh ben on prend des bonnes décisions de trading parce qu'on n'a pas peur de gagner l'argent. Vraiment, c'est super important ce que tu viens de dire. Aussi, c'est vrai que c'est un bon point. Puis aussi, de se pratiquer à prendre des profits va faire que quand ça va être le temps de prendre des profits majeurs, ben on est pratiqué. Fait que prendre juste des petits profits, parfois juste OK, gars, on va juste enlever 10%, là, ma crypto a fait un x5, un x10. On enlève 10%, je sais que c'est pas fini, mais se pratiquer à prendre des profits, ça fait que mentalement, quand c'est le temps, ben on est prêt, on sait par quel exchange passer, on sait combien de temps ça prend avant que la crypto arrive sur l'exchange. Donc ces petites pratiques-là font en sorte que quand c'est le moment d'arriver à prendre des vrais profits, ben on est prêt. Ouais. Et puis, au niveau pratique, il y a les ordres stop limit. Donc, si par exemple, j'ai décidé que maintenant, c'est bien monté vertical, je veux vendre X%, mettons 50% de ce qui me reste, je mets pour ces 50% que je suis prête à vendre, au lieu de les vendre au prix de maintenant, je mets un ordre en dessous du prix actuel, mais pas trop loin. Faut quand même un petit peu laisser respirer le prix, ok. Et c'est le prix auquel je suis motivée à vendre. Et je mets dans l'ordre stop limit, il y a deux prix. Il y a celui qui va déclencher l'opération de vente et il y a celui qui est le taux de change auquel je vais vendre, le taux. Et il laissait une petite marge entre les deux, ce qui fait que même s'il y a une chute brutale, l'ordre va se réaliser. Parce que sinon, quand il y a une chute brutale, des fois, il ne peut pas réaliser tous les ordres, ça va trop vite. Définitivement, faut toujours mettre des stop limits et non des stop loss. C'est ça la grosse distinction que les gens ont de la misère à comprendre. Puis les stop limits fait que vous allez avoir toujours votre prix, alors qu'un stop loss, ben ça fait un ordre market. Puis ça, quand il y a une cascade de liquidation, ben même si vous avez dit que vous voulez vendre la crypto à 10$, ben ça se peut que l'ordre de vente soit exécuté à 8$, à 7$, on le sait pas là. Ouais. Et alors, pendant cette période où ça monte très vertical, on a notre ordre stop limit et régulièrement, on vient le monter. Un petit peu, en laissant toujours le prix respirer. Mais comme ça, alors on fait l'effort. Alors il y a des robots qui font ça, hein, mais franchement, lorsque on est en période de pointe de bulle, il vaut mieux le faire à la main parce que le robot, des fois, il peut pas communiquer avec l'exchange lorsque c'est la panique en pointe de bulle et que tout le monde veut vendre. Donc il vaut mieux le faire. Il vaut mieux avoir un ordre qui est déjà là, sur place, dans la maison quelque part. Hein, voilà. Et donc une fois par jour, on vient le monter toujours en laissant un peu le prix respirer pour pas être touché par une mèche de bougie. Bon, on finira bien par être touché par une mèche de bougie, mais comme c'est juste une partie, justement la partie qu'on est d'accord de vendre, et là finalement, on peut tout d'un coup vendre un truc, voilà, le double du prix parce qu'il a encore monté 3 jours puis qu'on était vraiment. Il y a des moments, ça monte d'une manière incroyable en pointe de bulle. Ouais, on n'a encore rien vu. Hein. Je me souviens en fin 2017, début 2018, là, tu te souviens là. Des trucs qui font x10 en une semaine, même des x20, x50. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut toujours garder de l'argent en jeu, pas mettre un stop limit qui exécute 100% de la position, parce que parfois, juste de garder 10% d'une crypto-monnaie peut... si ça fait un autre x10, ben finalement, on récupère qu'est-ce qu'on vient de vendre. Donc de ce côté-là, faut pas oublier ça. Et donc, quand on met ces stop limits, etc., eh bien, il vaut mieux les mettre sur un endroit où il y a beaucoup de liquidité. Donc, si on a plein de petites cryptos, bon, d'ici là, elles ont bien monté, hein, puisque c'est une jolie bulle, mais si elles sont à des endroits où il y a peu de liquidité, la portion qu'on est prêt à vendre, il vaut mieux la déplacer sur des exchanges où il y a beaucoup de liquidités et mettre les ordres en avance, comme on vient de dire, ou même carrément, lorsqu'on pense qu'on est vraiment proche de la pointe de bulle, on les vend et on se rapatrie sur des plus grosses cryptos, sur des plus gros exchanges où il y a beaucoup de liquidités, où on a confiance que notre ordre va se réaliser, même au cas où il y a tout qui descend. Ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, Chantal. J'ai un appel, on va fermer le téléphone. Puis je pense que c'est une stratégie que les gens parfois ont de la misère à comprendre. T'sais, de là l'idée de se pratiquer justement, parce que parfois quand on arrive avec une crypto qui a pas beaucoup de liquidité, puis qu'on veut vendre rapidement, ben c'est nous qui cause la vente panique, puis c'est ça qu'on veut pas faire. Donc, parfait. Fait que je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon là, sur quand vendre, où acheter, pourquoi, comment. Maintenant, parlons un petit peu de l'avenir. Je me demandais, je pense que tout le monde est intéressé même de t'entendre là-dessus. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Ben, premièrement pour le bull run actuel, puis même si tu veux poursuivre pour les prochaines années en crypto-monnaie. Ok, grande question. Donc,
Là, je pense que la meilleure source d'information, c'est toi qui la donnes régulièrement avec les vagues d'Elliott, etc., avec tout ce que tu nous as expliqué. La prochaine pointe de bulle, on ne sait pas la date, mais on sait quoi surveiller et on sait quoi faire. Ensuite, bon, déjà la pointe, souvent les gens me demandent, elle sera à quelle date? Je leur dis, je sais pas, dans un délai de moins d'1 an. Et mais c'est vrai que j'avais fait des paris qui sont toujours valables. Ça fait, c'était tout au début de l'année 2021. J'avais dit la pointe de bulle sera quelque part entre octobre et janvier, à plus ou moins 3 mois près. Donc c'est évidemment très large. Hein. Mais ensuite, j'ai revu la question cet été et j'ai dit non, mais ça tient toujours. Non, c'est valable. Ok. Et donc là, je pense que c'est toujours possible que la pointe de bulle soit quelque part entre octobre et janvier, à plus ou moins 3 mois près. Donc moins, ce serait difficile, mais voilà, on verra bien. Après, il y aura la descente comme on a eu en 2018 probablement, et ensuite, eh bien, peut-être 6 mois plus tard, ou peut-être 2 ans plus tard, ou peut-être 3 ans plus tard, il y aura les points les plus bas qui seront intéressés pour faire des achats. Il est possible que le bear market, il est possible que les cycles de 4 ans soient raccourcis par le fait que le halving finalement a une influence de moins en moins forte, parce que le halving modifie des petits montants de chaque 4 ans de plus en plus petit, et parce que la smart money a un comportement différent de ce qu'on avait avant, et les institutionnels. Donc il est possible que les cycles soient différents, mais il est possible qu'il reste sur 4 ans, parce que c'est un très bon moyen de manipuler les foules, de leur expliquer, voilà, il y a le halving tous les 4 ans, c'est pour qu'on a un cycle tous les 4 ans, c'est aussi très facile à expliquer et à faire comprendre, et pour manipuler les foules, que nous sommes le plancton, etc. Donc, ça veut dire que le point le plus bas pour racheter, ce sera peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Il faut de nouveau surveiller quasiment les mêmes graphiques sur Glassnode. Il y a certains graphiques qui nous montrent aussi les points bas très facilement. Hein. Donc ça, on les trouvera, pas de problème. Et puis ensuite, la prochaine pointe de bulle, quelle que soit sa date, je pense que Bitcoin sera toujours, pas forcément le premier, mais en tout cas parmi les premiers. Je dirais même que si je devais faire un cadeau de naissance, je choisirais Bitcoin plutôt que n'importe quelle autre crypto, parce que si je dois imaginer laquelle existe encore dans 18 ou 20 ans, je pense que c'est Bitcoin qui a le plus de probabilité d'être dans le top 20. Mais c'est très dur de dire ce qu'il y aura dans 20 ans. Je veux dire, au début du web, il n'y avait pas Google, c'était d'autres qui étaient les vrais paternels, grands-pères, etc. Donc il y a ça. Et puis autrement, il y a le monde Ethereum qui pour moi est celui où il y a la vraie valeur. Et maintenant, ceux qui réussissent le mieux, le plus facilement pour trouver des développeurs, le plus facilement pour que des projets deviennent compatibles avec eux, c'est ceux qui sont EVM compatibles, donc Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire ceux qui utilisent le même langage et les mêmes outils et le même moteur. Donc ça en fait beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui sont compatibles, comme Moonriver et Moonbeam sur Kusama et Polkadot. Il y a surtout Binance Smart Chain, même s'il est sur la même technologie que Cosmos, il est compatible EVM, et donc les logiciels qui sont faits comme ça peuvent aller dessus facilement, etc. Il y en a plein comme ça qui sont compatibles. Et je pense que lors de la prochaine pointe dans 4 ans, qui c'est qui sera au sommet? Je pense que la majorité de ceux qui seront dans le peloton de tête seront EVM compatibles. Pas tous, hein. Il y a Tendermint, Cosmos, tout ça qui est très très intéressant. Mais le peloton de tête, je pense, encore pour la prochaine bulle. Celle d'après, je garantis pas. Mais pour la prochaine, tout ce qui est EVM compatible sera beaucoup plus haut. Donc là, ça, c'est vraiment intéressant à racheter en bas de bear market. Mais c'est très, très intéressant de regarder le travail des équipes. On va voir sur leur GitHub, est-ce qu'ils sont en train de développer? Est-ce qu'il y a des nouvelles versions? On va voir dans les événements blockchain, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils font des présentations? Est-ce qu'ils font des conférences? Est-ce que Engine, par exemple, pendant le bear market, Engine, pour faire du gaming, ils allaient aider plein de nouveaux projets. Et donc, moi, je savais qu'il fallait investir sur Engine, malgré que le prix était super bas, parce que je savais que les mecs, ils bossent dans l'ombre. Et après, il y a un moment, ça, on est récompensé. Donc, par contre, il y a d'autres équipes qui n'ont pas faim, parce qu'elles ont plein d'argent et elles sont pas pressées de sortir des nouvelles versions, etc. Ils prennent leur temps, etc. Et c'est beaucoup moins intéressant pour nous investisseurs, comme par exemple EOS. Hein, tu te souviens, l'autre jour on en parlait, Paul. EOS, ils ont pas faim, alors qu'ils avaient une bonne technologie, mais ils ont pris du retard là. Donc on verra bien ce qui se passe.
Bon, et donc, quand on peut observer pendant le bear market, on peut observer qui c'est qui est en train de bosser et observer les courbes Glassnode pour savoir les meilleurs points bas à acheter. Vraiment très intéressant là, ta perspective d'avenir. Puis en plus, pour les gens qui veulent faire beaucoup d'argent, bon, selon moi aussi, Chantal, je pense qu'il nous reste encore quelques semaines là, pour le bull run, peut-être même quelques mois pour les altcoins. Mais pour les gens qui commencent en crypto, qui veulent vraiment se faire une fortune ou décupler leur fortune, la vraie histoire à partir de maintenant, c'est d'être dans des projets de qualité, de garder, réussir à vendre, comme on a expliqué dans la vidéo, quand ça va être le temps. Puis ensuite de ça, c'est juste d'avoir de l'argent de côté, peut-être utiliser dans la DeFi, comme on parlait, pour faire des taux d'intérêt sur nos stablecoins. Puis ensuite de ça, ben regardez justement les projets qui vont continuer de développer, puis que leur prix va être complètement défoncé. Parce que rappelez-vous que le prix d'un token ou d'une crypto, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux souvent. Ben, ça a quelque chose à voir au bout de la ligne, parce qu'on a toujours des cycles de boom and bust. Mais quand on est dans un bust, dans une correction énorme, on a beau avoir la meilleure technologie, la meilleure équipe, la crypto va se faire défoncer, puis on peut récolter des crypto-monnaies incroyables à des discounts de 95%, 99%. Puis là, c'est là que les fois 100 se font. Comme si on regarde la charte de Cardano, là. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, là, quand ça l'avait sorti, au début 2018, le Cardano a passé de 2 sous en haut d'1 $. Ensuite de ça, on a corrigé jusqu'à peu près 2 sous. Puis là, regardez qu'est-ce qui vient d'arriver, on est en haut de 2 $. Donc, vous comprenez qu'il y a des technologies comme ça, incroyables. Ben là, c'est sûr que Cardano, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, mais bon, ça s'en vient. J'ai confiance envers ce projet-là quand même, mais quand ça va être le temps d'acheter des projets défoncés, puis que vous avez du capital que vous avez réussi à vous créer dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ben c'est là que des fortunes générationnelles vont pouvoir se créer vraiment, là. Oui, alors là, je voudrais abonder dans ton sens et ajouter que la DeFi, tu viens de mentionner la DeFi, donc pour faire des revenus passifs pendant cette période de bear market, qui d'ailleurs, ça peut nous faire des revenus qui eux-mêmes nous servent à acheter les petites pépites de 2 ans plus tard. Mais là, vraiment, je voudrais recommander à tout le monde la formation DeFi de Paul. Moi, j'ai pas fait de formation DeFi. Je m'estime pas assez compétente, même si ça fait des années, depuis plus d'1 an que je fais plein de tests, mais c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est la business analyse. Et là, franchement, la formation DeFi de Paul, je l'ai écoutée. C'est vraiment une formation de très grande qualité et elle est je l'ai recommandé chaudement à mon groupe parce qu'elle est complémentaire avec la mienne. Et vraiment, je voulais encourager l'audience à la suivre parce que ça peut vraiment faire la différence. Ça peut faire une énorme différence dans votre vie. Si vous avez réussi à vendre, à avoir un joli pactole en pointe de bulle et que vous arrivez à le placer correctement en suivant les conseils, en tout cas en augmentant vos compétences grâce à cette formation, eh bien, ça vous fait un revenu passif qui peut complètement changer votre vie. Vous pouvez être, je sais pas, libéré de votre travail, etc. Vraiment, c'est trop bien, quoi. Passer du temps avec ceux que vous aimez, voilà, c'est génial. Et puis il y a juste encore un truc que je voulais dire par rapport à la période de bear market. Je pense que nous aurons une bulle NFT qui sera complètement décorrélée de la bulle crypto, parce que les NFT maintenant sont une classe d'actifs à part entière, différentes, qui ne sont pas du tout influencées par les halvings de Bitcoin, hein. Donc et qui ont leur propre vie. Et les NFT, c'est très dangereux parce qu'on achète une image et puis si personne ne veut l'acheter, sa valeur tombe à zéro. Zéro. On a perdu 100%. Contrairement aux crypto où on a perdu une partie, mais pas 100% en général, à part BitConnect. Donc, à part les scams. Mais donc, je disais, les NFT, c'est casse-gueule. OK. Mais il y a une catégorie de NFT en laquelle je pense que non, c'est pas très bon grammaticalement ce que je viens de dire, mais je veux dire c'est très intéressant et je pense que ça sera très rentable. Ce sont les lands, les terrains. Donc moi, j'achète régulièrement des terrains. Par exemple, sur OVR, on peut acheter des terrains absolument géniaux pour une bouchée de pain pour $20. J'achète des terrains aussi sur The Sandbox, sur Decentraland, sur CryptoVoxel. Non, j'en ai pas encore acheté sur CryptoVoxel, mais je guette. Et donc, je guette les points bas, je guette les meilleures affaires. Et je pense qu'il y a un moment où les prix vont complètement exploser pour sur tout ce qui est gaming. Gaming, NFT, on va avoir quelque part une monstre bulle bien avant la bulle suivante.
comme le play to earn, tout ce qui est gaming, play to earn, ça va vraiment décorréler du marché parce que en fait la crypto est alimentée par les gens qui jouent à la partie à la game. Fait que finalement, ça n'a aucun rapport avec le marché du Bitcoin, ça a le plus rapport avec les utilisateurs de la crypto. Et c'est ça qui est fantastique avec le gaming, les NFT, c'est qu'on crée vraiment une économie interne finalement de complètement d'autres marchés. On va créer des marchés locaux, par exemple des communautés de tel jeu ou des spécialistes de terrain. Comme tu m'avais parlé justement les NFT de terrain, il y a des hedge funds maintenant là, qui commencent à acheter ça, de la sérieuse argent. Là. C'est pas juste des petites personnes avec des $20. Là, on parle de millions de dollars qui embarquent là-dedans. Là. Ça fait que de mon côté aussi, je pense que certains marchés qui vont certaines cryptos, certains types de cryptos qui vont être décorrélés du marché. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on avait parlé dans notre vidéo précédente là, des secteurs d'activité qui vont exploser comme la DeFi, la Metaverse, les social tokens. Mais qu'est-ce que les gens font pas souvent, c'est que il y a un lien. Justement, je suis en train d'écrire un livre avec mon bon ami qui va être disponible bientôt. C'est qu'il y a un lien avec tout ça. Par exemple, on voit le streaming décentralisé avec Theta, on voit la Metaverse, on voit le gaming. Mais tout ça va être lié ensemble parce que la Metaverse va être sur des serveurs décentralisés, donc du cloud décentralisé. On a besoin d'une qualité optimale de streaming, donc ça peut être sur Theta. On a besoin d'NFT, il va y avoir de la DeFi là-dedans, donc tout commence à être interconnecté. Puis là, il faut vraiment réfléchir d'avance à qu'est-ce qui va être connecté, quel genre de connexion qu'on va avoir. Comme par exemple, la supply chains avec l'Internet des objets. On parle aussi avec la DeFi qui va avoir lieu parce que les robots vont communiquer entre eux. Par exemple, si on a une boîte là, sur un convoyeur là, chez Amazon, elle arrive à un endroit, il y a un sensor, puis là, il y a le drone qui vient prendre la boîte, mais là, il faut que le sensor communique avec le drone. Donc vraiment, on a des choses incroyables qui s'en viennent, puis il faut juste voir qu'est-ce qui va être connecté ensemble. Puis à partir de là, les profits, on arrive dans une nouvelle économie, hein, puis tu sais comme moi que ça peut aller vraiment vite dans nos poches. Donc, ouais, vraiment intéressant. Je pense j'ai une dernière question à te poser. Tes 3 cryptos préférés pour la fin du bull run, si on parle pas dans les petites, juste dans les grosses comme ça, les écosystèmes que t'aimes, là, Ils ont déjà bien monté. Hein. En tout cas, moi, c'est évidemment Bitcoin en ce moment, il est sous les feux des projecteurs, mais ce serait pas ma préférée. Ma vraie préférée, c'est de toute façon, c'est Ethereum. Hein. Depuis quelques années, c'est vraiment ma préférée. C'est voilà. Après, si je devais acheter maintenant, il y a encore pas longtemps, j'aurais dit Cosmos, mais maintenant, il a bien monté. Hein. BNB, mais ils ont une force de frappe absolument, mais de malade quoi. Depuis le début, ils sont tellement forts. Et là, ils investissent des très grosses quantités d'argent pour soutenir les développeurs. Et puis là, ils viennent d'annoncer, c'était quand hier ou avant-hier, ils ont annoncé aussi des très gros montants pour les NFT, le métaverse et tout ça, le gaming. Pour le gaming, voilà. Mais dans le détail, ils parlaient aussi de métaverse quand on lit l'article. Donc vraiment, ouais. Alors je dirais BNB parce que même si c'est sur la Binance Smart Chain, les frais de transaction se payent en BNB. Donc, ils se débrouillent pour être indispensables. Voilà. Donc, ce serait Ethereum et BNB dans les grosses. Autrement, qui est un peu sous-évalué en ce moment, il y a Synthetix qui bosse beaucoup avec Ethereum. Il y a OneInch. Il y a Sushi qui est beaucoup plus interopérable que Uniswap et qui a moins de grosses casseroles avec des VC qui ont plein de tokens bon marché. Donc je pense que Sushi il va pas forcément dépasser Uniswap, mais je pense qu'il va mieux performer en termes de pourcentage. Ouais, il y en a plein qui sont géniaux. Avalanche, il y a des trucs absolument géniaux, mais il a déjà beaucoup monté. Ouais. Mais en tout cas, moi, je dirais la priorité pour ce bull run, Ethereum et BNB. Si je devais conseiller quelqu'un de ma famille qui est vraiment débutant, qui dit je vais acheter juste 2 choses et puis je veux pas me casser la tête avec des petits trucs compliqués, je dirais Ethereum et BNB. Ou alors s'il est sur Kraken, je lui dirais Ethereum et Bitcoin. Ben. Et toi? Moi? Mon top 3. C'est dur à dire, mais parce qu'ils ont beaucoup monté aussi, comme tu le sais. Souvent, on investit quand même dans des bonnes cryptos, on dirait. Mais j'avais Luna, que cet écosystème-là, on dirait que toute l'innovation
part de Luna, finalement, on dirait, les nouveaux projets, on dirait, c'est toujours les mêmes choses qu'on voit qui se répètent sur les autres blockchains, mais Luna amène des projets complètement révolutionnaires, puis moi, ça me stimule, je lis là-dessus, puis j'ai du FOMO quasiment, fait que Luna, j'adore ça. Avec leur système de burning, je pense que ça en va plus haut encore. Et là, franchement, ton audience, elle avait de la chance parce que t'en parlais quand Luna était encore tout petit, hein. Ouais, c'est ça. Bien vu, hein. T'avais vu la qualité en avance. Merci. Puis ouais, je suis content que tout le monde ait pu en profiter aussi. Je dirais en deuxième, de mon côté, c'est l'écosystème de FTX avec le FTT token, parce que d'après moi, c'est une question de temps que FTT va sortir quelque chose comme la Binance Smart Chain. Puis de ce côté-là, ils ont du cash, c'est fou. Puis ils ont déjà beaucoup de développement, comme on voit dans la Metaverse, dans les jeux comme Atlas qu'on a vu sortir. Donc Atlas, justement, qui est un jeu que ça, quand on va arriver dans le bear market, j'espère tellement que ça va se faire défoncer pour en acheter une quantité incroyable. Est-ce que tu parles de Star Atlas? Star Atlas, ouais, pas Atlas. Star Atlas, ouais, c'est ça. Ouais, super. Très bonne, très intéressant, ouais. Puis je dirais en troisième lieu, là c'est dur, ouais. L'écosystème de Cosmos que j'adore, mais qui, on voit que BNB en fait partie. Il y a tellement de belles choses là-dessus sur Cosmos, parce que c'est déjà interopérable, puis tous les projets veulent être interopérables, fait que là on l'a déjà. Donc de ce côté-là, j'en parle depuis, je pense, l'année passée, au début de l'année, puis ça reste dans mes préférés. Donc ouais, je pense que ça serait ça mon top 3 pour finir la vidéo. Magnifique, merci. Donc merci vraiment Chantal, là, je pense que on a une sacrée vidéo, des pépites d'or qui ont été lancées à gauche et à droite. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir de te recevoir sur la chaîne de Paul Crypto Formation. Je me trouve chanceux. Moi aussi. Vraiment, puis je trouve que c'est vraiment le fun de faire ça. On s'en reparlera peut-être pour éventuellement une autre vidéo, peut-être plus tard en pointe de bulle ou quand ce sera le temps de prendre des profits. Puis pour les gens qui veulent te suivre, je pense que tu as une formation qui est vraiment intéressante qui est sur ton site web justement, sur Crypto Expert. Donc je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo avec un beau code promo là pour dans le fond, les fans de ma chaîne, là. Donc, allez voir ça, cliquez sur son lien, vraiment intéressant. Ce sera la toute première fois qu'on fait un code promo. Oh wow, ok. Donc, on l'a fait exprès pour toi, en fait. Ok, là, on est chanceux, vraiment. Merci Chantal. Puis, je sais pas si tu aurais quelque chose à dire pour terminer la vidéo. Oui, je voulais dire à tous d'être prudents, hein, comme d'habitude. Les personnes qui ont investi l'été 2020 ont déjà fait des très beaux bénéfices, et vous arrivez, vous allez aussi faire des très beaux bénéfices, mais moins qu'eux. Donc, il y a un moment, il faut pas être greedy, il faut pas être cupide. Il y a un moment, quand on approche de la pointe de bulle, il faut vraiment prendre des bénéfices. Ouais, définitivement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, même si on va avoir des profits probablement qui s'en viennent, il y a des gens qui sont assis sur des fois 100, des fois 200. Faut pas négliger ça, puis je vous recommande pour les gens qui sont nouveaux, si vous avez des crypto-monnaies, allez voir la chaîne, pas la chaîne, mais la charte de chacune des crypto-monnaies que vous avez, puis essayez de voir, ça l'a fait fois combien là, depuis 2020, puis là vous allez voir que, peut-être que vous n'êtes pas dans les premiers à avoir pensé à l'acheter, donc c'est pour ça que l'idée de prendre des profits reste quelque chose de très intelligent. Mais il y a encore des nouveaux projets qui se lancent maintenant qui vont faire entre x10 et x100. Hein. Il faut juste connaître et étudier les meilleurs, en fait. Mais il y en a. Encore maintenant, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ouais, ça c'est vrai. On est parfois trop prudent. On veut que nos auditeurs se fassent pas avoir, mais il y a ce côté-là aussi qu'il faut pas négliger, vraiment. Oui, il faut étudier les petites pépites les plus méritantes. Puis j'ai eu la chance de te connaître, puis on a la chance de t'avoir dans notre entourage. Donc on suit ça. Vraiment merci encore Chantal, puis je dis à tout le monde merci d'avoir été là, puis on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Bye bye.